12 $ et 78 cents. Voilà ce que coûtait, sans la lunette de visée, le fusil qui a changé le cours de l'histoire mondiale. Pas une arme de précision suisse, pas un Mauser allemand réputé pour sa fiabilité légendaire, pas un Lee Enfield britannique, forgé dans les arsenaux d'un empire. Une simple carabine italienne, expédiée par la poste dans un emballage en carton brun, livrée à une boîte postale de Dallas au Texas, commandée sous un faux nom, payée par mandat postal. Moins d'une journée et demie de travail d'un ouvrier américain en 1963, pour ce prix dérisoire, on ne pouvait même pas s'offrir une paire de chaussures correctes. Mais on pouvait acquérir une arme de guerre avec la livraison à domicile, sans la moindre vérification d'identité. Cette carabine, c'est le Carcano modèle 91-38, fabriqué à l'arsenal de Terni en Italie, calibre 6,5 mm. Pendant des décennies, personne n'en voulait. Les collectionneurs haussaient les épaules. Les vétérans italiens s'en souvenaient sans la moindre nostalgie. L'armée italienne elle-même s'en était débarrassée par conteneurs entiers après la guerre, les revendant à des grossistes américains pour quelques centimes la pièce, le prix de la ferraille, à peine plus. Et pourtant, cette arme méprisée, bradée, oubliée, allait devenir la plus célèbre du XXe siècle. Non pas pour sa précision, non pas pour sa puissance, non pas pour une quelconque prouesse technique, mais pour un seul tir, à 88 mètres de distance, le 22 novembre 1963, à Dallas. Mais avant d'arriver à cette rue d'Elm Street, le Carcano a parcouru un chemin bien plus long et bien plus étrange que ne le racontent les livres d'histoire. Car cette carabine n'est pas née dans un laboratoire de recherche militaire de pointe. Elle est née dans les mains d'un ancien ouvrier polisseur de canons, un homme sans diplôme, sans fortune, sans relation, qui a gravi tous les échelons de l'arsenal royal de Turin à la seule force de son intelligence pratique. Pour comprendre pourquoi cette arme italienne a fini entre les mains d'un marginal américain, il faut d'abord comprendre comment les États-Unis sont devenus, dans les années 50 et 60, le plus grand dépotoir d'armes militaires européennes au monde. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie était un pays en ruine. L'armée devait être entièrement reconstruite selon les standards de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Les Américains fournissaient des armes modernes et standardisées. Les vieux Carcano devenaient du lest. Des centaines de milliers de carabines sans emploi, stockées dans des entrepôts que personne ne voulait continuer à payer. La solution fut simple et radicale. Tout vendre, en vrac, à l'exportation, au plus offrant. Les marchands américains de surplus militaire ont flairé l'affaire. La société Crescent Firearms de New York achetait ces carabines par milliers, les reconditionnait sommairement et les redistribuait à travers des catalogues de vente par correspondance. Le plus important de ces revendeurs s'appelait Klein's Sporting Goods, basé à Chicago. Dans leur page, le Carcano côtoyait des jumelles, des couteaux de chasse et des tentes de camping, un article parmi d'autres. Le prix pour le fusil seul atteignait 12 $ et 78 cents. Avec une lunette de visée japonaise à 4 grossissements, montée par un armurier de Klein's, le total montait à 19 $ et 95 cents, plus 1 $ et 50 cents de frais de port, soit 21 $ et 45 cents au total. En 1963, la législation américaine autorisait la vente d'armes à feu par correspondance sans aucun contrôle. Pas de vérification des antécédents, pas de permis requis, pas même d'obligation de donner son vrai nom. Lee Harvey Oswald a commandé sa carabine en mars 1963, sous le pseudonyme A. Idel, un nom inventé de toutes pièces. Le colis est arrivé à la boîte postale qu'il louait à Dallas depuis octobre 1962. Sa femme, Marina, a raconté plus tard aux enquêteurs qu'elle avait aperçu cette arme rangée dans un placard dès le printemps, des mois avant le 22 novembre. Ce n'était d'ailleurs pas la première fois qu'Oswald s'en servait. En avril 1963, il avait tiré sur le général à la retraite Edwin Walker à son domicile de Dallas. La balle avait dévié en heurtant le cadre de la fenêtre. Walker avait survécu. La carabine, elle, était restée en service, discrètement rangée,
attendant son heure. Ce constat a fini par frapper le Congrès américain en plein visage. En 1968, 5 ans après Dallas et quelques mois après les assassinats de Martin Luther King et de Robert Kennedy, le Congrès a adopté une loi fédérale sur le contrôle des armes à feu, qui a interdit la vente d'armes par correspondance aux particuliers sur tout le territoire des États-Unis. Cette loi est toujours en vigueur aujourd'hui. Un modeste fusil italien, que personne ne prenait au sérieux, a suffi pour changer la législation de la première puissance mondiale. Salvatore Carcano est né le 11 octobre 1827 dans le petit bourg de Bobiate, près de Varèse, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Mais à cette époque, l'Italie n'existait pas encore en tant qu'État. Le nord de la péninsule appartenait à l'Empire autrichien, et la famille Carcano vivait sous la couronne des Habsbourg, dans le royaume lombard vénitien. Une famille modeste, sans fortune ni relation. Le père est mort jeune, et le garçon a dû quitter l'école pour travailler et aider sa mère à survivre. En avril 1848, la Lombardie s'est soulevée contre la domination autrichienne. Ce furent les célèbres 5 journées de Milan. 5 jours pendant lesquels les habitants de la ville, armés de pavés et de fusils de chasse, ont chassé la garnison autrichienne de leurs rues. Salvatore Carcano avait 20 ans. Il s'est engagé comme volontaire dans l'artillerie lombarde et a combattu les troupes impériales. L'insurrection a finalement été écrasée, mais Carcano a refusé de retourner sous le joug des Habsbourg. Il a fui vers le Piémont, le seul État italien qui conservait son indépendance. Et en janvier 1849, un décret gouvernemental spécial l'a admis dans l'armée sarde en tant qu'élève armurier du corps d'artillerie. Quelques mois plus tard, il avait déjà atteint le grade de sergent. Sa carrière militaire s'est terminée en 1852. Carcano a alors été embauché à la Manufacture royale d'armes de Turin, le plus important arsenal du royaume de Sardaigne. Son poste ? Polisseur et redresseur de canons de 3e classe. Le rang le plus bas de toute la chaîne de production. Rien que ses mains et sa tête. Pourtant, en quelques mois à peine, la direction de l'arsenal a remarqué que cet ouvrier du dernier échelon possédait un esprit d'ingénieur. Carcano a commencé à proposer des améliorations aux procédés de fabrication, à concevoir de nouveaux outils et des machines-outils pour l'usinage de précision. Il a breveté un mécanisme de détente pour percuteur, mis au point des machines à rayer les canons et à fabriquer les baïonnettes. Chacune de ces propositions était concrète, réalisable, et produisait des résultats immédiats sur la ligne de production. Pas des plans théoriques dessinés dans un bureau, mais des solutions pratiques forgées par un homme qui travaillait lui-même à l'établi. En 1854, le comte Camillo Benso di Cavour, en personne, est venu visiter l'arsenal. Cavour était alors le président du conseil du royaume de Sardaigne, l'homme qui allait devenir le principal artisan de l'unification italienne. Il préparait un corps expéditionnaire pour la guerre de Crimée, aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne. Avant le départ des troupes, il fallait rayer 50 000 fusils dans les plus brefs délais. Une tâche colossale pour l'époque. Le directeur de l'arsenal a présenté Carcano au Premier ministre. Cavour, selon les témoignages de l'époque, a personnellement discuté avec cet ouvrier et en est ressorti impressionné. La mission a été confiée à Carcano, et il l'a menée à bien. En 1858, lors de l'exposition internationale de Turin, il a reçu une médaille et un diplôme d'honneur, une reconnaissance publique pour un homme que l'administration classait encore comme simple ouvrier sur les registres de la manufacture. À partir de là, son ascension n'a plus connu d'interruption. En 1890, Salvatore Carcano occupait le poste d'inspecteur en chef de l'arsenal royal de Turin. Derrière lui, plusieurs décennies de travail ininterrompu, une série d'innovations adoptées par l'armée et la réputation d'un homme qui savait non seulement concevoir, mais surtout fabriquer. C'est à ce moment précis qu'une commission militaire, dirigée par le colonel Paravicini, lui a confié la mission qui allait inscrire son nom dans l'histoire. L'armée royale italienne avait besoin d'un nouveau fusil d'infanterie.
Le cahier des charges était limpide. Une arme moderne, fiable, bon marché à produire et immédiatement réalisable avec les équipements existants. Pas le fusil parfait, mais le fusil possible. Exactement le type de problème que Carcano comprenait mieux que quiconque. La commission a testé plus de 50 modèles venus du monde entier. Des systèmes Mauser, des mécanismes Lee, des prototypes de plusieurs manufactures italiennes. 2 projets nationaux se sont retrouvés en finale. Le premier, conçu par les arsenaux de Terni et de Torre Annunziata, s'inspirait directement du Gewehr 88 allemand. Un fusil solide, mais qui nécessitait un outillage différent de celui dont disposait l'Italie. Le second venait de l'arsenal de Turin, celui de Carcano. Le 5 mars 1892, la commission a recommandé le modèle turinois. Le 29 mars, le ministère de la Guerre l'a officiellement adopté sous la désignation Fucile di Fanteria Modello 91, fusil d'infanterie modèle 91. Carcano n'a pas gagné, parce que son fusil était le plus avancé techniquement. Il a gagné parce qu'il connaissait la production mieux que personne. Sa culasse était fiable et simple. Son magasin à paquet chargeur ne coûtait presque rien à usiner. Son canon à rayures progressives pouvait être réalisé sur les machines de Turin, sans investissement supplémentaire. Le concurrent de Terni proposait une mécanique solide, mais elle exigeait des machines-outils que l'Italie ne possédait pas. Carcano, lui, offrait un fusil que l'on pouvait commencer à produire le lendemain matin. Ce n'est pas la meilleure arme qui a remporté le concours, c'est la plus réaliste. Salvatore Carcano est mort à Turin en 1903, à l'âge de 75 ans. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir la Grande Guerre, où son fusil est devenu l'arme principale de l'infanterie italienne. L'homme dont le nom est aujourd'hui connu dans le monde entier est mort dans l'anonymat. Un modeste inspecteur d'arsenal qui a passé toute sa vie à travailler le métal. Le problème fondamental de tout fusil à répétition à la fin du XIXe siècle tenait en une seule question. Comment recharger vite sous le feu ennemi? Si un soldat doit insérer ses cartouches une par une pendant que l'adversaire avance, chaque seconde perdue peut lui coûter la vie. C'est exactement ce défi que Carcano a voulu résoudre en priorité. Et la solution qu'il a trouvée était élégante, bien que parfaitement contre-intuitive au premier abord. Le principe repose sur un petit cadre en métal ou en carton, à peine plus grand qu'une boîte d'allumettes, dans lequel 6 cartouches sont alignées à l'avance, serrées, prêtes à être chambrées. Ce cadre s'appelle un paquet chargeur. Le soldat l'introduit d'un seul geste dans le magasin par le haut de la boîte de culasse, et le fusil est chargé. 6 cartouches en un instant. Lorsque la dernière balle est chambrée, le paquet vide tombe de lui-même par une ouverture ménagée dans le fond du boîtier de culasse. Il glisse sous son propre poids et atterrit au sol. Un claquement sec, et le tireur insère un nouveau paquet pour continuer le tir. Ce système de chargement par paquet est l'invention de l'ingénieur autrichien Ferdinand Mannlicher. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on entend souvent le nom Mannlicher Carcano, bien que cette appellation ne soit pas tout à fait exacte. Carcano a emprunté le concept du magasin à Mannlicher, mais il l'a modifié de manière significative. Dans le système Mannlicher d'origine, le paquet chargeur possédait un sens d'insertion précis, un haut et un bas clairement définis. Si le soldat se trompait de sens dans l'obscurité ou sous le stress du combat, l'arme se bloquait. Carcano a conçu un paquet symétrique, qui pouvait être introduit indifféremment par l'un ou l'autre côté. Un détail minuscule en apparence, mais qui changeait tout dans la réalité du champ de bataille, quand les mains tremblent et que la visibilité est nulle. La culasse du Carcano se verrouille simultanément en 3 points. 2 tenons de verrouillage situés à l'avant du cylindre s'engagent dans des encoches usinées dans la boîte de culasse lorsque le tireur tourne la poignée. C'est la paire principale, celle qui encaisse toute la pression du tir. Le 3e point d'appui est constitué par la base même de la poignée du levier d'armement,
qui vient buter contre la paroi arrière de la boîte de culasse et sert de verrou de sécurité supplémentaire. 3 appuis au lieu de 2, plus stable, plus résistant, moins susceptible de céder sous une pression excessive dans la chambre. Le canon des premiers fusils modèle 91 présentait une caractéristique technique rare et coûteuse, la rayure progressive. Au lieu d'un pas constant sur toute la longueur du tube, le pas diminuait graduellement de la chambre vers la bouche. À l'entrée du canon, un tour complet de la balle s'effectuait sur environ 500 mm. À la sortie, ce pas se resserrait jusqu'à environ 200 mm par tour. La balle accélérait sa rotation de manière progressive, sans torsion brutale au départ, ce qui réduisait théoriquement la déformation de l'enveloppe et améliorait la stabilité en vol. Ce raffinement a été abandonné à partir du modèle 38, remplacé par un pas constant. La guerre imposait la cadence de production, pas la sophistication technique. En 1891, l'armée italienne a adopté une munition de calibre 6,5 mm sur 52 mm. Pour l'époque, c'était un calibre remarquablement petit. Les Français avaient choisi le 8 mm Lebel, les Allemands le 7,92 mm, les Britanniques le 7,7 mm. 6 mm et demi à la fin du XIXe siècle, c'était une décision audacieuse. Mais la balle italienne possédait une ogive arrondie et un coefficient balistique relativement faible. Au-delà de 400 mètres, son énergie chutait plus rapidement que celle de ses concurrentes. Ce défaut est devenu une plainte récurrente après la campagne d'Éthiopie en 1935 et 1936. La réponse est venue avec le modèle 38 et une nouvelle cartouche, le 7,35 mm sur 51 mm. Les ingénieurs ont élargi le collet de l'étui de l'ancienne munition pour accueillir une ogive pointue d'environ 8 grammes, atteignant une vitesse initiale d'environ 735 mètres par seconde. Par son niveau d'énergie, cette cartouche se situait entre les grandes munitions de fusil classiques et les futures cartouches intermédiaires. Les Italiens avaient anticipé ce concept plusieurs années avant que d'autres nations ne le formalisent, avant d'abandonner leur propre innovation sous la pression logistique de la guerre. Le fusil modèle 38 conservait la mécanique de son prédécesseur. Même culasse, même système de chargement par paquet, même 3 points de verrouillage. Le canon est passé de 780 mm à 535 mm, une réduction considérable. La baïonnette à lame amovible a cédé la place à une baïonnette à aiguille repliable, fixée directement sur le canon. La hausse réglable à gradin a été remplacée par un simple guidon fixe, réglé à 200 mètres. Une décision fondée sur un constat lucide. Les distances réelles d'engagement dépassaient rarement 300 mètres, et les dispositifs de visée complexes ne faisaient que désorienter les soldats sous le feu. Le baptême du feu du Carcano a eu lieu bien avant les tranchées de la Grande Guerre. Dès 1895, les premiers fusils modèle 91 ont accompagné les troupes italiennes dans la désastreuse campagne d'Éthiopie, celle qui s'est terminée par l'humiliation d'Adoua en mars 1896, la plus grave défaite qu'une puissance européenne ait jamais subie face à une armée africaine. Le fusil n'était pas en cause. C'est le commandement italien qui avait sous-estimé les forces éthiopiennes. Mais le Carcano était là, dans les mains de soldats envoyés dans un piège, et c'est dans la poussière de la Corne de l'Afrique qu'il a tiré ses premières balles de combat. Puis est venue la Grande Guerre. En mai 1915, l'Italie a rompu son alliance avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie pour rejoindre le camp de l'Entente. Le front principal s'est établi le long de la rivière Isonzo, dans les Alpes orientales, face aux positions autrichiennes solidement retranchées sur les hauteurs. Ce qui a suivi reste l'un des épisodes les plus sanglants et les plus absurdes de toute la guerre. 12 batailles successives sur le même terrain, de juin 1915 à octobre 1917, avec des objectifs presque identiques à chaque fois. Le fantassin italien, qui montait à l'assaut des pentes rocheuses de l'Isonzo, portait un Carcano modèle 91, long de plus d'1,20 m, avec sa baïonnette. Une arme conçue pour le tir à distance, en terrain ouvert.
pas pour le corps à corps, dans des boyaux creusés à flanc de montagne. Pourtant, personne n'a jamais reproché au Carcano d'avoir trahi ses utilisateurs sur l'Isonzo. Il a fonctionné, sans éclat, sans défaillance spectaculaire. Il a simplement fait ce pourquoi il avait été conçu. Tirer, recharger, tirer encore. Les 12 batailles de l'Isonzo ont coûté à l'Italie près de 300 000 morts et 700 000 blessés. La 12e, en octobre 1917, s'est soldée par le désastre de Caporetto, quand les troupes austro-allemandes ont enfoncé les lignes italiennes et provoqué une retraite chaotique de plus de 150 km. Des centaines de milliers de fusils Carcano ont été abandonnés ou capturés. L'armée italienne a fini par se ressaisir sur le Piave et a remporté la victoire finale à Vittorio Veneto en octobre 1918, toujours avec le même fusil entre les mains. 20 ans plus tard, le Carcano a traversé la Méditerranée dans l'autre sens. Lors de la seconde campagne d'Éthiopie, en 1935 et 1936, l'infanterie portait toujours le vieux modèle 91 en calibre 6,5 mm. C'est au retour de cette campagne que les rapports de terrain ont commencé à s'accumuler sur les bureaux des généraux. La cartouche manquait de puissance terminale à longue portée. Ces plaintes ont directement conduit au développement du nouveau calibre 7,35 et du modèle 38. Mais la transition s'est transformée en cauchemar logistique. Quand l'Italie est entrée dans la Seconde Guerre mondiale en juin 1940, l'armée se retrouvait équipée de 2 systèmes incompatibles, des anciens fusils en 6,5 et des nouveaux en 7,35. Les 2 munitions n'étaient pas interchangeables. Sur le terrain, les unités recevaient parfois des cartouches qui ne correspondaient pas à leurs armes. Devant ce chaos, le commandement a ordonné un retour à l'ancien calibre et la production simultanée des 2 types de munitions. Une décision qui a aggravé la confusion au lieu de la résoudre. En décembre 1939, un lot considérable de carabines a pris la direction du Grand Nord. La Finlande venait d'être attaquée par l'Union soviétique et cherchait désespérément des armes pour équiper ses réservistes. L'Italie a fourni 94 500 carabines modèle 38 en calibre 7,35. Les Finlandais les ont réceptionnées et leur ont apposé le poinçon d'acceptation SA, les initiales de Suomen Armeija, l'armée finlandaise. Certains exemplaires ont été recalibrés, avec un guidon modifié pour un tir réglé à 150 mètres. Une carabine italienne, pensée pour les déserts d'Afrique et les cols alpins, s'est ainsi retrouvée dans les forêts enneigées de l'isthme de Carélie, par des températures descendant à moins 30 degrés. Les mécanismes ont tenu, parce que le Carcano n'avait rien de compliqué à geler. Le tournant le plus brutal est survenu en septembre 1943. L'Italie a signé l'armistice avec les Alliés. En quelques jours, les forces allemandes ont désarmé les unités italiennes sur tout le territoire, dans les Balkans, en Grèce, dans les îles, en Italie même. Des dizaines de milliers de Carcano ont changé de main du jour au lendemain. Les Allemands les ont redistribués aux unités de la Volkssturm, la milice populaire levée dans les derniers mois du conflit, et aux formations de sécurité dans les territoires occupés. Certains exemplaires ont été modifiés sur le terrain, les armuriers élargissant la chambre au calibre 7,92 sur 57 mm pour tirer la cartouche Mauser standard sans passer par un atelier de manufacture. Des carabines Carcano se sont également retrouvées entre les mains des partisans yougoslaves et grecs, et récupérées sur les garnisons italiennes désarmées ou ramassées dans les dépôts abandonnés. Cette longévité tenait à la philosophie même du Carcano, inscrite dans ses principes depuis 1892. Une culasse robuste et simple, un système de chargement primitif mais infaillible. Des pièces interchangeables entre les différents modèles. Pas besoin de techniciens spécialisés pour l'entretenir, pas besoin d'un long apprentissage pour savoir s'en servir. Les armées qui manquent de moyens et de temps choisissent toujours ce type d'armes,
et dans l'histoire du XXe siècle, c'était le cas de la plupart d'entre elles. La question de la précision du Carcano a alimenté plus de débats que n'importe quel autre aspect de cette arme, et la plupart de ces débats reposaient sur un malentendu technique que personne ne prenait la peine d'expliquer clairement. Le canon du fusil modèle 91 possédait un diamètre de rayure de 6,8 mm, légèrement supérieur au standard de 6,70 mm adopté par la majorité des fabricants de munitions commerciales après la guerre. La balle progressait dans le tube avec un jeu infime. Les rayures ne la saisissaient pas aussi fermement qu'elles auraient dû, et la dispersion au tir augmentait en conséquence. Le problème ne venait pas d'un défaut de fabrication. Il venait d'une incompatibilité entre l'arme et les munitions disponibles sur le marché d'après-guerre. Avec les cartouches militaires italiennes d'origine, calibrées au bon diamètre, le Carcano tirait de manière tout à fait honorable pour un fusil de sa catégorie. Ce détail technique est devenu crucial après le 22 novembre 1963, quand les experts balistiques du monde entier se sont penchés sur la carabine retrouvée au 6e étage du dépôt de livres scolaires du Texas. Le numéro de série de cette arme, C2766, est aujourd'hui consigné dans les dossiers des Archives nationales des États-Unis, où la carabine elle-même est conservée. La commission d'enquête, présidée par le président de la Cour suprême, Earl Warren, a fait procéder à une expertise balistique complète. Les conclusions ont été formelles. À la distance de tir constatée, entre 50 et 88 mètres selon le moment de chaque détonation, la carabine Carcano, équipée de sa lunette japonaise à 4 grossissements, était parfaitement capable de produire le résultat observé. La distance était dérisoire pour n'importe quel fusil à verrou, même pour un modèle réputé imprécis, avec des munitions mal adaptées. Des tireurs entraînés ont reproduit la séquence de tir lors d'expériences indépendantes, menées dans les années qui ont suivi. 3 coups en moins de 9 secondes, à une cible se déplaçant lentement, à moins de 90 mètres. La plupart des tireurs y sont parvenus sans difficulté. La lunette de visée, un modèle japonais bon marché à 4 grossissements, dont le réticule était légèrement décentré, compliquait le tir sans le rendre impossible. À cette distance, même un défaut d'alignement optique de quelques minutes d'angle ne déplaçait l'impact que de quelques centimètres, insuffisant pour manquer une cible de la taille d'un véhicule. 2 jours après son arrestation, Oswald n'a jamais eu l'occasion de s'expliquer devant un tribunal. Le 24 novembre 1963, alors que la police de Dallas le transférait vers la prison du comté, un homme nommé Jack Ruby, propriétaire d'une boîte de nuit locale, s'est avancé dans le couloir du sous-sol et lui a tiré une balle dans l'abdomen à bout portant, devant les caméras de télévision et une foule de journalistes. Oswald est mort 1h30 plus tard à l'hôpital Parkland, le même établissement où le président Kennedy avait été déclaré mort 48 heures plus tôt. Le seul homme qui aurait pu raconter ce qui s'était réellement passé au 6e étage a emporté son récit dans la tombe. La commission Warren a rendu son rapport final en septembre 1964. Ses conclusions tenaient en une phrase. Oswald avait agi seul, de sa propre initiative, sans complot ni complice. La carabine Carcano a été formellement identifiée comme l'arme du crime. Les experts en criminalistique avaient relevé une empreinte partielle de la paume d'Oswald sur le canon, sous la monture en bois. 3 douilles éjectées ont été retrouvées près de la fenêtre. La balle, quasi intacte, récupérée sur le brancard du gouverneur Connally à l'hôpital Parkland, correspondait aux rayures du canon de cette carabine précise. Ces conclusions n'ont pourtant convaincu qu'une partie de l'opinion. La trajectoire de la 2e balle, celle qui aurait traversé le corps du président avant de blesser le gouverneur Connally assis devant lui, a été qualifiée de théorie de la balle magique par ses détracteurs. Des témoins affirmaient avoir entendu des détonations provenant d'une direction différente. En 1978, une commission parlementaire spéciale de la Chambre des représentants sur les assassinats a conclu qu'un second tireur avait probablement participé à l'attentat, sans toutefois parvenir à l'identifier. Le débat continue de diviser historiens et enquêteurs plus de 60 ans après les faits. Ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation, en revanche, c'est le parcours de cette carabine. Assemblée à Terny en 1940, stockée pendant des années,
revendue en surplus, expédiée par catalogue postal à un inconnu sous un faux nom. Elle a accompli un voyage que son concepteur n'aurait jamais pu imaginer. Le système Carcano a servi sous les drapeaux d'une douzaine de nations, sur plusieurs continents, pendant plus de 60 ans. Il a changé la législation américaine sur les armes à feu. Il a engendré une industrie de la conspiration, qui publie encore des livres et des documentaires chaque année. Et il repose aujourd'hui sous verre, dans les réserves des Archives nationales à Washington. Numéro de série soigneusement enregistré, empreinte palmaire toujours visible sous la crosse. En 1963, cette carabine valait moins qu'une journée de travail. Aujourd'hui, un Carcano modèle 91-38 en bon état se négocie entre 500 et 1000 $ sur le marché des collectionneurs américains. Et les exemplaires portant le poinçon SA de l'armée finlandaise atteignent des prix encore plus élevés. L'arme que personne ne voulait est devenue l'une des pièces les plus recherchées du marché du surplus militaire. Si cette histoire vous a captivé, mettez un pouce en l'air pour soutenir la chaîne L'Arsenal de l'Histoire. Laissez un commentaire pour partager votre avis et abonnez-vous pour ne manquer aucun prochain épisode.